Je m'appelle Eden. J'avais 45 ans et je travaillais sur un contrat de construction de 6 mois aux Philippines. L'argent était bon, meilleur que tout ce que je pouvais obtenir à Tucson. Ma femme, Vanessa, était censée se remettre d'une opération d'urgence de la vésicule biliaire. C'est ce qu'elle m'a dit lorsqu'elle a appelé 2 semaines plus tôt, en pleurant, disant que la douleur était insupportable et que les médecins voulaient opérer immédiatement. Je lui ai viré $12 000 le même jour, j'ai vendu mon camion, j'ai vidé mes économies. Mon patron m'a prêté $8 000 de plus lorsque j'ai expliqué la situation. J'ai promis de travailler des mois supplémentaires pour le rembourser. C'était un homme bien. Il comprenait les urgences familiales. Je me suis dit que je ferais tout ce qu'il fallait. Vanessa était ma femme. Nous étions mariés depuis 19 ans. On n'hésite pas quand la personne qu'on aime a besoin d'aide. Mais quelque chose dans ce texto me semblait étrange. Trop désinvolte, trop calme. J'ai fixé mon téléphone, debout devant l'hôtel à moitié fini que nous construisions. L'équipe déjeunait. J'aurais dû manger avec eux. Au lieu de cela, je relisais un message qui aurait dû me soulager, mais qui ne faisait que me serrer l'estomac. Je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché. J'ai réessayé 1 heure plus tard. Toujours rien. J'ai envoyé un texto demandant quand je pourrais l'appeler en vidéo pour la voir. Elle a répondu 6 heures plus tard, disant que l'hôpital avait une mauvaise réception et qu'elle était fatiguée. Elle m'appellerait quand elle se sentirait mieux. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Elle venait de se faire opérer. Bien sûr, elle était fatiguée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans le logement exigu des ouvriers, écoutant les autres hommes ronfler, et je n'arrêtais pas de penser au timing. Vanessa m'a appelé pour l'urgence la semaine même où j'ai reçu ma paie. Elle savait exactement quand mon argent arrivait. Elle l'a toujours su. Elle gérait nos finances à la maison. Je lui envoyais mes gains toutes les 2 semaines, comme une horloge. Elle s'occupait des factures, de l'hypothèque, de tout. J'ai pensé au mois avant mon départ pour ce travail. Elle avait été distante, distraite. J'ai mis ça sur le compte de mes absences fréquentes. J'avais travaillé à l'étranger 3 fois au cours des 5 dernières années. De longs contrats, un bon salaire. Nous parlions d'acheter une plus grande maison, peut-être de créer une petite entreprise quand je prendrais ma retraite. Elle souriait toujours quand j'en parlais, mais avec le recul, le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Il y a eu un moment que j'avais chassé de mon esprit. 1 mois avant mon départ, je suis rentré tôt d'un chantier local. Vanessa était au téléphone dans la chambre. La porte était fermée. Je l'ai entendu rire. Un rire léger et jeune fille que je n'avais pas entendu depuis des années. Quand j'ai ouvert la porte, elle a sursauté et a raccroché rapidement. Elle a dit que c'était sa sœur. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Mais maintenant, allongé dans le noir à Manille, je me suis demandé. J'ai vérifié notre compte bancaire joint sur mon téléphone. Le solde était de $73. Ça n'avait pas de sens. Je lui avais envoyé plus de $20 000 au cours des 2 dernières semaines. L'hypothèque était payée. La voiture était remboursée. Où était passé l'argent? J'ai rafraîchi la page. Le même nombre. J'ai parcouru l'historique des transactions. Il y avait des retraits, importants, des milliers à la fois, tous effectués au cours des 10 derniers jours, tous dans des agences près de notre maison à Tucson. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je me suis assis dans mon lit. Un des gars à côté a grogné et s'est retourné. Je m'en fichais. J'ai continué à faire défiler les transactions. Retrait d'espèces, $1,200, $2,000, $3,500, et ainsi de suite. J'ai fait le calcul dans ma tête. Elle avait retiré près de $18 000 en espèces. Pourquoi faire? Les factures d'hôpital étaient payées directement. L'assurance couvrait la majeure partie. Elle m'a dit que l'opération, les médicaments et les soins de suivi étaient tous réglés. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'argent pour la période de convalescence, pour les courses, pour la tranquillité d'esprit pendant mon absence. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas fort, pas dramatique, juste un claquement silencieux, comme une corde qui s'effilochait depuis des années et qui a finalement cédé. J'ai voulu l'appeler tout de suite, exiger des réponses, mais je me suis retenu. Si je me trompais, s'il y avait une explication que je manquais, j'aurais l'air d'un idiot. Pire,
j'aurais l'air d'un homme qui ne faisait pas confiance à sa femme. Alors, j'ai attendu. Je me suis dit que je lui donnerais une chance de s'expliquer. Je lui demanderais calmement, raisonnablement. Mais je savais déjà. Au fond de moi, je savais. Le lendemain matin, j'ai travaillé comme une machine, transportant des barres d'armature, mélangeant du béton. Mes mains bougeaient, mais mon esprit était ailleurs. Les autres gars l'ont remarqué. Mon ami Louis m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien, juste fatigué. Il n'a pas insisté. Nous travaillions ensemble depuis 3 mois. Il savait quand laisser un homme tranquille. Pendant la pause déjeuner, j'ai de nouveau appelé Vanessa. Cette fois, elle a décroché. « Salut, chérie », a-t-elle dit. Sa voix semblait vive. Trop vive. « Désolé d'avoir manqué tes appels hier. Je dormais beaucoup. Comment te sens-tu ? Ai-je demandé. Mieux. Encore douloureuse, mais mieux. Quand puis-je te voir ? Je veux t'appeler en vidéo. Il y a eu une pause. Juste une seconde. Mais je l'ai senti. Peut-être demain, a-t-elle dit. Je suis horrible en ce moment. Tu sais comment je suis. Je me fiche de ton apparence. Je veux juste te voir. Eden, je suis vraiment fatigué. On peut faire ça plus tard ? Bien sûr, ai-je dit. Ma voix était plate. Plus tard. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Louis s'est approché et s'est assis à côté de moi. Il n'a rien dit pendant un moment. Il a juste ouvert son déjeuner et a commencé à manger. Finalement, il a parlé. Tu as ce regard, mec. Quel regard ? Le regard qu'a un gars quand il sait que quelque chose ne va pas mais qu'il ne veut pas y croire. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé le bâtiment inachevé devant nous. Toutes ces poutres en acier et ces dalles de béton. Tout ce travail. Tous ces efforts. Et pourquoi faire ? Envoyer de l'argent à la maison à une femme qui me ment peut-être ? Louis a fini son sandwich et s'est levé. Quoi que ce soit, ne te laisse pas bouffer. Règle ça d'une manière ou d'une autre. J'ai hoché la tête. Il est parti. Cette nuit-là, j'ai commencé à creuser. J'ai créé une nouvelle adresse email. Quelque chose que Vanessa ne reconnaîtrait pas. J'ai contacté l'hôpital où elle prétendait avoir été opérée. J'ai fait semblant d'être un membre de la famille essayant de confirmer des détails de facturation. Ils m'ont mis en attente. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune trace d'une patiente nommée Vanessa à cette date. J'ai demandé si le nom était peut-être mal orthographié. Ils ont vérifié à nouveau. Rien. Je les ai remerciés et j'ai raccroché. Je suis resté assis là pendant un long moment. Le téléphone semblait lourd dans ma main. La pièce semblait trop petite. Je voulais jeter quelque chose, casser quelque chose, mais je suis resté assis là, respirant, pensant. Elle a menti. Il n'y a pas eu d'opération, pas d'urgence, pas de séjour à l'hôpital. Elle a tout inventé. Chaque mot, chaque appel téléphonique en larmes, chaque texto désespéré. Elle a menti pour avoir mon argent. Et je le lui ai donné. Tout, sans poser de questions, parce que je lui faisais confiance. J'ai pensé à notre mariage de 19 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 26 ans. Elle en avait 23. Elle travaillait dans un restaurant. Je faisais des travaux routiers à Tucson. Elle m'apportait du café tous les matins. Nous parlions. Elle riait de mes blagues. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement. Nous nous sommes mariés en 1 an. Mon père disait que je me précipitais. Ma mère disait que Vanessa semblait gentille mais distante. Je n'ai pas écouté. Je pensais savoir mieux. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Vanessa disait qu'elle n'était pas prête. Puis elle a dit qu'elle ne pensait pas en vouloir. Je lui ai dit que c'était bien. Je l'aimais. Enfant ou pas, ça n'avait pas d'importance. Mais maintenant, je me suis demandé si elle m'avait jamais aimé ou si j'étais juste pratique. Un homme qui travaillait dur et envoyait de l'argent à la maison. Un homme qui ne demandait rien en retour, sauf la loyauté. J'ai pensé au retrait. 18 000 $ en espèces. Pourquoi avait-elle besoin d'autant d'argent liquide ? On n'a pas besoin d'argent liquide pour les factures d'hôpital. On n'a pas besoin d'argent liquide pour les courses.
On a besoin d'argent liquide quand on ne veut pas de traces écrites. Quand on ne veut pas que quelqu'un suive où va l'argent. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte de carte de crédit. Je ne l'avais pas vérifié depuis des semaines. Je faisais confiance à Vanessa pour tout gérer. C'était mon erreur. J'ai fait défiler les dépenses. Des restaurants que je ne reconnaissais pas. Un hôtel à Scottsdale. Un autre à Flagstaff. Des achats dans des magasins dont je n'avais jamais entendu parler. Des magasins chers. Vêtements, bijoux, vin. J'ai senti ma mâchoire se crisper. J'ai continué à faire défiler. Il y avait des dépenses dans un magasin de vêtements pour hommes, un endroit haut de gamme du centre-ville. Elle n'achetait pas de vêtements pour moi. Je portais des bottes de travail et des jeans. Alors, pour qui achetait-elle? J'ai cliqué sur les frais d'hôtel. L'un datait de 3 semaines. Un séjour d'un week-end, 2 nuits. J'ai vérifié les dates. Je l'avais appelée ce week-end-là. Elle avait dit qu'elle restait avec sa sœur parce qu'elle se sentait seule. Je l'ai cru. J'ai toujours cru en elle. J'ai cherché l'hôtel. 4 étoiles, suite au bord de la piscine, escapade romantique. J'ai eu la nausée. J'ai continué à creuser. J'ai parcouru ses réseaux sociaux. Elle ne postait presque rien, mais j'ai trouvé quelques photos. L'une datée d'1 mois. Elle était dans un restaurant, souriant, tenant un verre de vin. La légende disait qu'elle fêtait l'anniversaire d'un ami, mais dans le reflet de la fenêtre derrière elle, je pouvais voir quelqu'un assis en face d'elle, un homme. Il était flou, mais je pouvais distinguer sa silhouette. Jeune, peut-être la fin de la vingtaine, cheveux noirs. J'ai zoomé autant que j'ai pu. L'image était granuleuse, mais c'était suffisant. J'ai sauvegardé la photo. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je l'ai sauvegardée. Le lendemain, j'ai appelé ma sœur Claire. Elle vivait à Phoenix, à environ 2 heures de Tucson. Nous n'étions pas proches, mais nous nous parlions tous les quelques mois. Elle connaissait assez bien Vanessa. Elles n'avaient jamais été amies, mais elles étaient polies. « Salut, l'étranger », a dit Claire en décrochant. « Que se passe-t-il ? J'ai besoin d'une faveur. » « Bien sûr, de quoi as-tu besoin ? Peux-tu conduire jusqu'à Tucson et vérifier comment va Vanessa pour moi ? Il y a eu une pause. Elle va bien ? C'est ce que j'essaie de savoir. Eden, que se passe-t-il ? Va juste à la maison. Voici elle est là. Voici elle a l'air de quelqu'un qui vient de se faire opérer. Elle a été opérée ? C'est ce qu'elle m'a dit. Une autre pause. Plus longue cette fois. Eden, tu es sérieux ? Je suis sérieux. D'accord, j'irai. Quand ? Aujourd'hui. Dès que tu le pourras. Très bien, je t'appellerai plus tard. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Les heures s'éternisaient. Chaque minute semblait en durer 10. Je ne pouvais pas me concentrer. J'ai laissé tomber un marteau. J'ai manqué une mesure. Louis m'a pris à part. Va faire une pause, a-t-il dit. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Va t'asseoir avant de te blesser. Je n'ai pas discuté. Je me suis dirigé vers le bord du chantier et je me suis assis sur une pile de bois. Mon téléphone a vibré. C'était Claire. Je suis chez vous, a-t-elle dit. Elle est là. Sa voiture n'est pas là, mais la voisine m'a vu et est venue. Elle a dit que Vanessa était partie il y a 2 jours avec un tas de valises. A-t-elle dit où elle est allée? Non, mais elle a dit que Vanessa avait un gars avec elle, jeune, beau. Elle a supposé que c'était un parent. J'ai fermé les yeux. J'ai senti la chaleur du soleil sur mon visage. J'ai senti le poids de tout ce que j'avais ignoré. Chaque drapeau rouge, chaque excuse, chaque mensonge. Eden. La voix de Claire m'a ramené à la réalité. Que veux-tu que je fasse? Rien. Rentre juste chez toi. Je m'en occuperai. Tu es sûr? Je suis sûr. J'ai raccroché. Je suis resté assis là un moment. Puis je me suis levé et je suis retourné au travail. Je n'ai dit à personne ce que j'avais appris. J'ai juste gardé la tête baissée et j'ai continué à avancer. Parce que c'est ce que je faisais. Je travaillais. J'endurais. Je ne me plaignais pas.
Mais quelque chose avait changé. Je n'étais pas encore en colère. Pas le genre de colère bruyante et destructrice. J'étais froid, concentré. J'ai commencé à penser, à planifier. Je savais ce que je devais faire. Je devais juste le faire avec précaution. J'ai appelé Vanessa ce soir-là. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Salut », a-t-elle dit. Elle avait l'air joyeuse, presque trop joyeuse, comme si elle en faisait trop. « Salut », ai-je dit. « Je voulais prendre de tes nouvelles. Comment te sens-tu ? » « Beaucoup mieux. Je bouge plus maintenant. La douleur est gérable. C'est bien. Je suis content. Et le travail ? Chargé, fatigant, comme d'habitude. Quand rentres-tu à la maison ? J'ai encore 3 mois sur ce contrat. Peut-être plus si je prends la prolongation. Tu penses à prolonger ? Peut-être. L'argent est bon. Il y a eu une pause. J'ai entendu quelque chose en arrière-plan. Une voix. Masculine. Faible mais présente. Vanessa s'est raclé la gorge. C'est qui ? Ai-je demandé. Quoi ? J'ai entendu quelqu'un. Oh, c'est juste la télé. Je regarde une émission. D'accord. Eden, tout va bien ? Tu as l'air différent. Je vais bien. Juste fatigué. D'accord. Eh bien, repose-toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché. Je ne l'aimais pas. Plus maintenant. Peut-être que je ne l'avais pas aimé depuis longtemps et que je refusais simplement de l'admettre. Mais j'ai dit les mots parce que j'avais besoin qu'elle croie que tout était normal. J'avais besoin qu'elle pense que j'étais toujours l'homme qui envoyait de l'argent sans poser de questions. L'homme qui lui faisait entièrement confiance. Parce que j'avais un plan. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque. Je leur ai dit que je voulais ouvrir un nouveau compte, un compte personnel, quelque chose de séparé du compte joint avec Vanessa. Ils m'ont guidé dans le processus par téléphone. En 1 heure, j'avais un nouveau compte. J'ai transféré les $73 restants du compte joint sur le nouveau. Puis j'ai changé mes informations de dépôt direct avec mon employeur. Toutes mes futures paieraient sur mon compte personnel. Vanessa n'y aurait aucun accès. Je ne lui ai pas dit. Puis j'ai appelé mon patron. Il s'appelait Gérard. C'était un homme bourru d'une 60aine d'années, un vétéran. Il dirigeait une entreprise bien rodée mais traitait ses employés équitablement. Je le respectais. J'ai demandé si je pouvais lui parler en privé après le travail. Il a dit oui. Ce soir-là, nous nous sommes assis dans sa caravane de bureau. C'était un petit espace, un bureau, un ventilateur, quelques chaises. Il s'est adossé et m'a regardé. « Que as-tu en tête ?» a-t-il demandé. « Je dois prolonger mon contrat, ai-je dit. Le plus longtemps possible. Je pensais que tu prévoyais de rentrer chez toi dans 3 mois. Les plans ont changé. » Il m'a étudié un moment. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste hoché la tête. Je peux te donner 6 mois de plus, peut-être 9 si le projet prend du retard. Ça marche. Tu es sûr de ça ? C'est long d'être loin. Je suis sûr. Il m'a tendu les papiers. Je les ai signés sans hésitation. En sortant de cette caravane, je me suis senti plus léger. Pas heureux, juste plus léger, comme si j'avais fait le premier vrai pas vers quelque chose. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé plus dur que jamais. J'ai pris toutes les heures supplémentaires, tous les travaux supplémentaires. J'ai économisé chaque dollar. J'ai mangé des repas bon marché. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas bu. J'ai juste travaillé et économisé. Mon nouveau compte a augmenté lentement au début, puis plus rapidement. Je gagnais bien ma vie, mieux que ce à quoi je m'attendais. Et rien de tout ça n'allait à Vanessa. Elle m'a appelé quelques fois pendant ces semaines. Elle m'a demandé comment j'allais. Elle m'a dit qu'elle se sentait plus forte. Elle a dit que je lui manquais. J'ai gardé ma voix stable. Je lui ai dit qu'elle me manquait aussi. J'ai posé des questions sur sa convalescence. Elle m'a donné des réponses vagues. Les mensonges étaient plus faciles à entendre maintenant. Je n'ai pas réagi. J'ai juste écouté. Je l'ai laissé penser que je la croyais. Puis un soir, elle m'a appelé avec un ton différent.
Elle avait l'air nerveuse, pressée. Eden, je dois te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai pensé à nous. D'accord. Je ne pense pas que ça marche plus. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je veux dire, tu es parti tout le temps et je suis seul ici. Ce n'est juste pour aucun de nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je veux divorcer. C'était là. Propre, direct. La vérité que je savais déjà. Elle ne voulait plus être mariée avec moi. Elle voulait être avec l'homme que j'ai vu dans le reflet. L'homme pour qui elle a acheté des vêtements. L'homme qu'elle a emmené dans des hôtels. L'homme pour qui elle a dépensé mon argent. Eden, tu es là. Je suis là. Es-tu contrarié? Non. Non. Si c'est ce que tu veux, alors d'accord. Elle a semblé surprise. Vraiment, tu ne vas pas te battre? Pourquoi se battre? Si tu veux partir, tu veux partir. Je pensais que tu serais en colère. Je suis fatigué, Vanessa. Je suis trop fatigué pour être en colère. Elle a hésité. Puis sa voix s'est adoucie, presque douce. Je suis contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Je sais que c'est dur, mais je pense que c'est pour le mieux. Bien sûr. Et pour l'argent? Je pense qu'il est juste que je garde ce qu'il y a sur le compte joint. Je me suis occupé de la maison et des factures pendant ton absence. Je mérite quelque chose pour ça. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé ma voix calme. Le compte joint est vide. Quoi? Il n'y a plus rien dessus. Tu as tout pris. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pris que ce dont j'avais besoin. Pourquoi faire? Des factures d'hôpital qui n'ont jamais existé. Silence. Vanessa, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai appelé l'hôpital. Il n'y a aucune trace de ton opération. Plus de silence. Puis sa voix a changé. Plus froide, défensive. Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'en avais tous les droits. Tu m'as menti. Tu m'as volé. Je n'ai rien volé. Cet argent était aussi à moi. Non, ce n'était pas le cas. Tu es ridicule. J'en ai fini avec cette conversation. Bien, parce que moi aussi. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, tenant le téléphone. Mes mains étaient stables. Ma respiration était stable. Je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la clarté. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle avait tout pris et que j'étais trop loin pour faire quoi que ce soit. Elle pensait que j'étais toujours l'homme qui lui envoyait de l'argent sans poser de questions. L'homme qui croyait à chaque mensonge. L'homme qui se laisserait faire et la laisserait partir avec un sourire. Elle avait tort. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti les documents que j'avais préparés. Des relevés bancaires, des captures d'écran, des photos, tout ce que j'avais rassemblé au cours des 2 dernières semaines. J'ai tout organisé dans un seul dossier. Puis je l'ai envoyé à une avocate que Claire m'avait recommandée, une femme de Tucson spécialisée dans les cas de divorce. Elle s'appelait Patricia. Elle avait la réputation d'être impitoyable. Je lui ai envoyé un email. J'ai expliqué la situation. J'ai joint les preuves. Je lui ai dit que je voulais demander le divorce. Je voulais que tout soit documenté. Chaque mensonge, chaque dollar, chaque trahison, je voulais que ce soit enregistré. Elle a répondu en 1 heure. Elle a dit qu'elle prendrait l'affaire. Elle a dit que nous avions une position solide. Elle a dit que Vanessa ne le verrait pas venir. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Patricia a agi rapidement. En 3 jours, elle a déposé les papiers du divorce. Elle les a fait signifier à Vanessa à notre maison de Tucson. J'étais encore à Manille quand c'est arrivé. Patricia m'a appelé pour me le faire savoir. Elle a reçu les papiers ce matin, a dit Patricia. Le huissier a dit qu'elle avait l'air choquée. Bien. Elle a appelé mon bureau 1 heure plus tard. Elle était en colère. Elle voulait savoir pourquoi tu avais déposé. Elle a dit que vous aviez convenu du divorce. J'ai convenu. Je n'ai juste pas convenu de la laisser partir avec tout. Elle pense qu'elle a droit à la moitié de tes revenus.
Elle a mentionné quelque chose sur le soutien du ménage pendant ton absence. Le soutenir avec de l'argent volé. Exactement. Je lui ai dit que nous avions des preuves de fraude. Elle m'a raccroché au nez. Je me suis adossé à ma chaise. J'étais dans le logement des ouvriers. Les autres gars étaient sortis. Il n'y avait que moi et le téléphone. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle va probablement prendre un avocat. Si elle est intelligente, elle essaiera de régler rapidement. Si elle ne l'est pas, ça va traîner. Quoi qu'il en soit, nous l'avons acculée. Combien de temps ça va prendre? Ça dépend de sa coopération. Quelques mois au minimum. Ça pourrait être plus long si elle se bat. Je ne suis pas pressé. Bien. Parce qu'elle va essayer de rendre les choses laides. Qu'elle le fasse. Patricia a fait une pause. Tu as l'air différent de la plupart de mes clients. Comment ça? La plupart des gens sont émotifs à ce stade. En colère, triste. Tu as l'air calme. J'en ai fini d'être en colère. J'aime ça. Ça te servira bien. Nous avons raccroché. Je suis retourné au travail. Au cours de la semaine suivante, Vanessa a essayé de m'appeler 6 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux, longs. Dans les premiers, elle était en colère. Elle m'a traité de contrôlant. Elle a dit que je n'avais pas le droit de déposer sans en discuter avec elle. Elle a dit que j'étais cruel. Au 4e message vocal, son ton a changé. Elle avait l'air plus douce, presque désolée. Elle a dit que nous pourrions peut-être arranger les choses. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs, mais moi aussi. Elle a dit que nous pourrions aller en thérapie à mon retour. J'ai supprimé chaque message sans l'écouter jusqu'au bout. Puis elle a envoyé un texto. Je sais que tu es en colère, mais pouvons-nous au moins parler? S'il te plaît. J'ai répondu. Il n'y a rien à dire. Mon avocate s'occupera de tout. Elle n'a pas répondu. Patricia m'a appelé une semaine plus tard. Vanessa a engagé un avocat. Il s'appelle Grégory. Il est local. Pas génial, mais pas terrible. Il a pris contact pour discuter des conditions de règlement. Qu'a-t-il dit? Il veut 50% de tes revenus de l'année dernière, plus la maison, plus une pension alimentaire. J'ai ri. C'était un son court et amer. Elle veut une pension alimentaire? Apparemment, son argument est qu'elle a sacrifié sa carrière pour soutenir ton travail à l'étranger. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique. Ce n'est pas une carrière. Je sais, mais elle va essayer. Grégory a envoyé une liste de ses dépenses, épicerie, services publics, vêtements, divertissement. C'est gonflé. Une grande partie est gonflée ou carrément fausse. Pouvons-nous le prouver? Nous l'avons déjà fait. J'ai comparé ses relevés de carte de crédit avec les dépenses qu'elle a listées. Il y a des divergences partout. Elle a réclamé 1500 $ par mois pour l'épicerie. Ses dépenses réelles en épicerie étaient inférieures à 400 $. Le reste est allé au restaurant et au bar. Et le gars? Quel gars? L'homme qu'elle voyait. Celui pour qui elle a dépensé mon argent. Patricia est restée silencieuse un moment. As-tu des preuves? J'ai des photos, des relevés de carte de crédit, des séjours à l'hôtel. Envoie-les-moi. Si nous pouvons prouver l'infidélité et la mauvaise conduite financière, son dossier s'effondre. Je lui ai tout envoyé ce soir-là. Les photos, les reçus, les retraits bancaires, les frais d'hôtel. J'ai tout étalé. Chaque preuve que j'avais recueillie. Patricia m'a appelé le lendemain matin. C'est parfait, a-t-elle dit. Elle est finie. Quand l'utilisons-nous? Bientôt. Laissons d'abord son avocat présenter son cas. Laissons-le creuser le trou plus profondément. Ensuite, nous l'enterrons. J'aime ta façon de penser. Encore une chose. Je vais déposer une requête pour geler le compte joint et récupérer les fonds qu'elle a retirés. C'est un coup de poker, mais si nous pouvons prouver que l'argent a été pris sous de fausses prétentions, nous pourrions en récupérer une partie. Fais tout ce que tu dois faire. La requête a été déposée 2 jours plus tard. Vanessa m'a appelé cette nuit-là. J'ai répondu 7 fois. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? A-t-elle dit. Sa voix était vive, furieuse. Que veux-tu dire?
Tu as gelé le compte. Je ne peux accéder à aucun argent. Il ne reste plus d'argent. Tu as tout pris. J'ai besoin d'argent, Eden. J'ai des factures. J'ai des dépenses. Alors trouve un travail. Tu es cruel. Non, je suis juste. Juste? Tu m'as laissé seul ici pendant que tu t'enfuyais aux Philippines pour gagner de l'argent pour toi. Pour nous. J'ai gagné de l'argent pour nous et tu l'as volé. Je n'ai rien volé. Tu as menti sur le fait d'être malade. Tu as simulé une opération. Tu as pris chaque dollar que je t'ai envoyé et tu l'as dépensé pour un autre homme. Silence. Ouais, ai-je dit. Je suis au courant pour lui. Sa voix a baissé. Eden, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. J'ai fait une erreur. Je le sais. Mais on peut arranger ça. Non, on ne peut pas, je t'aime encore. Non, tu ne le fais pas, j'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 3 fois de plus. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain, mon patron m'a pris à part pendant le déjeuner. Ça va, a-t-il demandé. Je vais bien. Tu es sûr? Tu as l'air distrait. Je gère des problèmes personnels, mais je m'en occupe. Il a hoché la tête. Si tu as besoin de congé, fais-le-moi savoir. Je n'ai pas besoin de congé. J'ai besoin de continuer à travailler. D'accord, mais ne t'épuise pas, j'ai apprécié l'inquiétude, mais je n'en avais pas besoin. Le travail était la seule chose qui me gardait sain d'esprit. Le travail physique, la routine, le salaire. Ça me donnait un but. Ça me donnait le contrôle. Et en ce moment, le contrôle était tout ce que j'avais. Patricia m'a appelé la semaine suivante. Nous avons une date d'audience dans 2 mois. Grégory essaie de pousser à la médiation, mais je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt. Pourquoi pas? Parce que la médiation lui donne une chance de négocier. Je ne veux pas qu'elle négocie. Je veux qu'elle perde. Et l'argent? La requête pour geler le compte a été approuvée. Elle ne peut pas y toucher. Quant à la récupération des fonds, cela prendra plus de temps. Mais nous avons un dossier solide. Bien. Encore une chose. Son avocat a demandé si vous seriez prêt à abandonner les accusations de fraude si elle accepte un divorce sans contestation. Quelles accusations de fraude? Celles que je suis sur le point de déposer. Sur la base des preuves que vous m'avez données, nous avons des motifs pour poursuivre des accusations de fraude criminelle. Elle a falsifié une urgence médicale pour voler de l'argent. C'est un crime. J'y ai réfléchi. Que se passe-t-il si nous déposons? Elle pourrait faire face à une peine de prison, des amendes, un casier judiciaire. Ça la détruirait. Je n'ai pas hésité. Dépose les accusations. Es-tu sûr? Je suis sûr. Patricia a fait une pause. Eden, je dois te demander. Fais-tu ça parce que tu veux la justice ou parce que tu veux la vengeance? Est-ce que ça a de l'importance? Pas légalement, mais émotionnellement, peut-être. J'ai pensé à sa question. J'ai pensé à Vanessa. Les mensonges, la trahison, la façon dont elle a souri en me disant qu'elle partait. La façon dont elle a essayé de tout prendre et de me laisser sans rien. La justice, ai-je dit. Je veux la justice. D'accord, je déposerai les accusations demain. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là un moment. La pièce était silencieuse. Je pouvais entendre le bruit lointain de la circulation à l'extérieur. J'ai pensé à Vanessa. Je me suis demandé si elle comprenait ce qui allait arriver. Je me suis demandé si elle pensait que je reculerais. Si elle pensait que je la laisserais gagner. Elle avait tort. Les accusations de fraude ont frappé Vanessa comme un train de marchandises. Patricia m'a appelé le lendemain de son dépôt. Elle a dit que l'avocat de Vanessa paniquait. Il a appelé le bureau de Patricia 3 fois en 1 heure. Il voulait négocier. Il voulait conclure un accord. Il voulait que les accusations soient abandonnées. Patricia lui a dit non. Elle est terrifiée, a dit Patricia. Grégory a dit qu'elle ne pensait pas que tu irais jusqu'au bout. Elle m'a sous-estimé. Clairement.
Il essaie de la présenter comme une victime. Il a dit qu'elle était émotionnellement vulnérable. Il a dit qu'elle avait pris de mauvaises décisions mais n'avait pas l'intention de commettre une fraude. Elle a simulé une opération et a volé 20 000 $. Ce n'est pas une mauvaise décision. C'est un crime. Je sais. Et le procureur est d'accord. Ils vont de l'avant avec l'affaire. Combien de temps avant le procès? Quelques mois, peut-être plus. Mais le divorce sera finalisé avant. Je veux garder les deux affaires séparées. Le divorce est clair. On gagne ça facilement. L'affaire de fraude est le coup de marteau. Bien. Eden, je dois te préparer à quelque chose. Ça va devenir moche. Vanessa va tout essayer pour te faire passer pour le méchant. Elle pourrait rendre l'affaire publique. Elle pourrait contacter ta famille. Elle pourrait même essayer de contacter ton employeur. Qu'elle le fasse. Je n'ai rien à cacher. Je suis sérieuse. Les gens comme elle deviennent désespérés et les gens désespérés font des choses stupides. Je comprends. Mais je n'avais pas entièrement compris. Pas encore. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle vivait à Phoenix. Nous nous parlions toutes les quelques semaines. C'était une femme calme, gentille. Elle ne s'est jamais mêlée de ma vie. Mais ce jour-là, sa voix était tendue. « Eden, je dois te parler », a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Vanessa m'a appelé. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu essaies de ruiner sa vie. Elle a dit que tu as porté plainte contre elle pour fraude sans raison. Elle a dit que tu es vindicatif. Maman, tu la crois? Il y a eu une pause. Je ne sais pas quoi croire. Je sais que vous divorcez, mais des accusations criminelles. Ça semble extrême. Elle m'a menti. Elle a simulé une urgence médicale et a volé tout mon argent. C'est de la fraude. C'est un crime. Es-tu sûr qu'elle a menti? Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Il n'y a pas eu de malentendu. J'ai appelé l'hôpital. Il n'y a aucune trace de son passage là-bas. Ma mère est restée silencieuse longtemps. Finalement, elle a dit, je ne savais pas, elle ne te l'a pas dit parce qu'elle savait que ça la ferait mal paraître. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais laisser les tribunaux s'en occuper. Eden, sa voix semblait désespérée. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle ne méritait pas ça. Elle a fait un choix. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences. Ma mère a soupiré. Je ne veux juste pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. Je ne regretterai pas ça. Nous avons parlé encore quelques minutes. Elle m'a dit de prendre soin de moi. Elle a dit qu'elle m'aimait. Je lui ai dit que je l'aimais aussi. Mais quand j'ai raccroché, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Vanessa essayait déjà de monter les gens contre moi. Elle jouait la victime. Et certaines personnes la croiraient parce qu'elle était douée pour mentir. Elle l'avait toujours été. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma sœur. As-tu vraiment porté plainte contre Vanessa pour fraude? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une fraude. Maman dit qu'elle dit que tu es cruel. Maman ne connaît pas toute l'histoire. Alors raconte-moi toute l'histoire. Je lui ai tout raconté. La fausse opération, l'argent volé, les mensonges, la liaison. Quand j'ai terminé, Claire est restée silencieuse un moment. Mon Dieu, Eden, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je m'en occupais. Tu aurais dû me le dire. J'aurais pu aider. Tu as aidé. Tu as vérifié pour moi. C'était suffisant. Je suis désolé. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. Ce n'est rien. Ne te laisse pas manipuler par elle. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Nous avons raccroché. Je me suis senti un peu plus léger. Au moins, Claire comprenait. Au moins quelqu'un de ma famille me croyait. Mais les dégâts se propageaient déjà. Vanessa a contacté quelques-uns de mes anciens collègues. Elle a posté des messages vagues sur les réseaux sociaux. Rien de direct, juste des allusions. Elle parlait d'être trahie, d'être abandonnée, d'être punie pour des « erreurs ». Les gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire ont commencé à commenter. Ils ont offert de la sympathie. Ils ont dit qu'elle méritait mieux.
Il ne savait pas qu'elle mentait. Patricia m'avait prévenu. N'interagis pas avec elle en ligne. Ne réponds à aucune de ses publications. Laisse-la creuser sa propre tombe. Et si les gens la croient? Certains le feront. Mais les gens qui comptent verront la vérité à la fin. Concentre-toi sur l'affaire. Concentre-toi sur les preuves. C'est tout ce qui compte. Elle avait raison, mais ça piquait quand même. Regarder les gens prendre son parti, la regarder jouer la victime pendant que j'étais dépeint comme le méchant, ça me rappelait pourquoi j'avais quitté Tucson en premier lieu. Les gens croyaient ce qu'ils voulaient croire, et Vanessa savait comment faire croire les gens. Pendant ce temps, la procédure de divorce a progressé. Patricia a demandé la divulgation complète des finances de Vanessa. Elle a exigé des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit, des relevés téléphoniques, tout. L'avocat de Vanessa a résisté. Il a dit que c'était invasif. Il a dit que ce n'était pas nécessaire. Patricia a déposé une requête en contrainte. Le juge a statué en notre faveur. Lorsque les dossiers sont arrivés, ils étaient accablants. Vanessa avait ouvert une nouvelle carte de crédit à son nom seulement. Elle l'utilisait depuis des mois. Dîner cher, bijoux, voyages. Elle avait accumulé plus de 15 000 $ de dettes. Tout cela en prétendant qu'elle n'avait pas d'argent. Tout cela en me demandant plus. Patricia a envoyé les dossiers au procureur chargé de l'affaire de fraude. Ils ont ajouté la mauvaise conduite financière aux accusations. Le dossier de Vanessa s'effondrait rapidement. Elle a tenté une dernière fois de me contacter. Elle a envoyé un email. Il était long. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle m'aimait. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Elle a dit qu'elle me rembourserait. Elle a dit qu'elle irait en thérapie. Elle a dit qu'elle changerait. J'ai lu l'email 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Patricia m'a appelé le lendemain. Grégory a de nouveau pris contact. Il veut régler. Il a dit que Vanessa accepterait un divorce sans contestation. Elle renoncera à toutes les réclamations sur tes revenus. Elle cédera la maison. Elle veut juste que les accusations de fraude soient abandonnées. Non. Es-tu sûr? C'est une bonne affaire. Tu obtiens tout ce que tu veux. Je ne veux pas d'affaires. Je veux qu'elle fasse face à ce qu'elle a fait. Eden, si ça va au procès, ça prendra des mois, peut-être un an. Ce sera cher. Ce sera épuisant. Je m'en fiche. Patricia est restée silencieuse un moment. D'accord, je lui dirai non. Bien. La date d'audience pour le divorce a été fixée 6 semaines plus tard. J'ai demandé un congé du travail pour retourner à Tucson en avion. Gérard l'a approuvé sans hésitation. Il m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Je l'ai remercié. J'ai acheté un billet d'avion et j'ai attendu. Les semaines s'éternisaient. J'ai travaillé. J'ai économisé de l'argent. Je me suis préparé à ce qui allait arriver. Je savais que Vanessa serait là. Je savais qu'elle essaierait de me faire sentir coupable. Je savais qu'elle pleurerait. Elle supplierait. Elle jouerait toutes ses cartes. Mais j'étais prêt. J'en avais fini d'être manipulé. J'en avais fini d'être l'homme qui donnait sans demander. J'en avais fini d'être l'idiot. Quand j'ai finalement embarqué dans l'avion pour Tucson, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la détermination. Le palais de justice de Tucson était plus petit que ce que je m'attendais. Du béton gris, de petites fenêtres, un détecteur de métaux à l'entrée. Je suis entré en portant une chemise propre et un jean. Je ne m'étais pas habillé. Ce n'était pas une performance. C'était du business. Patricia m'attendait à l'intérieur. Elle avait l'air vive, professionnelle. Elle m'a serré la main et m'a conduit dans une petite pièce où nous pouvions parler en privé. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. « Bien. Bien, parce que Vanessa est là avec Grégory. Elle a l'air mal en point. Je m'en fiche. Je sais, mais sois juste préparé. Elle pourrait essayer de te parler. N'interagis pas, laisse-moi gérer. Je le ferai. Nous avons revu la stratégie une dernière fois. C'était simple. Vanessa n'avait pas de dossier. Elle n'avait pas de défense.
Les preuves étaient accablantes. Elle a menti. Elle a volé. Elle a triché. Le juge statuerait en ma faveur. La seule question était de savoir combien. En entrant dans la salle d'audience, je l'ai vue. Elle était assise à une table avec Grégory. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle portait une robe modeste. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir. Fragile. Elle m'a jeté un coup d'œil quand je suis entré. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste croisé son regard et je me suis assis. Le juge est entré. Nous nous sommes tous levés. La procédure a commencé. Grégory a plaidé le premier. Il a soutenu que Vanessa avait fait des erreurs, mais qu'elle n'était pas criminelle. Il a dit qu'elle était en détresse émotionnelle. Il a dit qu'elle avait mal géré l'argent mais n'avait pas commis de fraude. Il a dit qu'elle méritait un règlement équitable. Patricia l'a démoli. Elle a présenté les preuves, les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit, les photos, les reçus d'hôtel, la fausse opération, la liaison. Elle a tout exposé, propre, méthodique, dévastateur. Le juge a écouté. Il a posé des questions. Il a examiné les documents. Quand Patricia a terminé, il a regardé Vanessa. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Vanessa s'est levée. Sa voix était tremblante. « J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. J'étais seul. J'avais peur. Je ne réfléchissais pas clairement. Avez-vous ou non menti sur le fait d'avoir été opéré, a demandé le juge. Elle a hésité. J'ai exagéré la situation. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai menti. Oui. Avez-vous ou non pris 20 000 $ à votre mari sous de fausses prétentions? Elle a regardé le sol. J'ai pris l'argent, mais ce n'était pas tout pour moi. J'avais des dépenses. Quelles dépenses? Elle n'a pas répondu. Le juge s'est adossé. J'ai examiné les preuves. Cette affaire est simple. Vous avez commis une fraude. Vous avez menti à votre mari. Vous lui avez volé son argent. Vous avez violé sa confiance. Et maintenant, vous essayez d'éviter les conséquences. Vanessa a commencé à pleurer. S'il vous plaît, je suis désolé. Je le rembourserai. Je ferai n'importe quoi. Ce n'est pas à moi de décider. L'affaire pénale sera traitée séparément. Mais en ce qui concerne ce divorce, je statue en faveur du demandeur. Vous ne recevrez rien. Pas de pension alimentaire, pas de propriété, pas d'actifs. Vous serez également responsable de vos propres frais de justice. L'affaire est close. Le marteau est tombé. C'était fini. Vanessa s'est effondrée sur sa chaise. Grégory a essayé de la réconforter. Elle l'a repoussé. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient pleins de colère et de désespoir. « Eden, s'il te plaît, » a-t-elle dit. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Je me suis levé. Je l'ai regardé une dernière fois. Si, je le suis. Je suis sorti de la salle d'audience. Patricia m'a suivi. Nous n'avons rien dit avant d'être dehors. Ça s'est bien passé, a-t-elle dit. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Retourner au travail. Et l'affaire de fraude? Laissons-la suivre son cours. Ça prendra du temps. J'ai le temps. Elle a souri. Tu es l'un des clients les plus calmes que j'ai jamais eus. J'en ai juste fini de gaspiller de l'énergie pour elle. Nous nous sommes serrés la main. Je l'ai remerciée pour tout. Elle m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Puis je suis monté dans ma voiture de location et j'ai conduit jusqu'à mon ancienne maison. La maison que j'avais payée. La maison où Vanessa avait vécu pendant que j'étais à l'étranger. La maison qu'elle a essayé de me prendre. J'ai traversé les pièces. Elles étaient vides. Elle avait déjà déménagé, emporté tout ce qu'elle pouvait, les meubles, les tableaux, même la vaisselle. Ça n'avait pas d'importance. Rien de tout ça n'avait d'importance. Je me suis tenu dans le salon et j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes. La peinture s'écaillait. L'endroit avait l'air fatigué, comme s'il avait été négligé, tout comme moi. Mais c'était à moi maintenant,
et je pouvais en faire ce que je voulais. J'ai vendu la maison un mois plus tard. Je n'en avais pas besoin. Je ne voulais pas des souvenirs. J'ai pris l'argent et je l'ai mis dans mes économies. Puis je suis retourné à Manille. J'ai terminé mon contrat. Puis j'en ai pris un autre, et un autre. J'ai travaillé 2 ans de plus à l'étranger. J'ai économisé chaque dollar. J'ai vécu simplement. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas bu. J'ai juste travaillé. Et quand je suis finalement revenu aux États-Unis, j'avais assez d'argent pour recommencer à zéro. J'ai acheté un petit terrain au Nouveau-Mexique. J'ai construit une maison de mes propres mains. Je ne devais rien à personne. Je n'avais besoin de personne. Le procès pour fraude a eu lieu 9 mois après la finalisation du divorce. Je suis retourné à Tucson en avion pour y assister. Je n'avais pas à témoigner, mais je voulais être là. Je voulais voir la fin. La salle d'audience était la même. Le juge était différent. La procureure était une femme nommée Angela. Elle était vive, concentrée. Elle a présenté les preuves au jury. Elle leur a montré les relevés bancaires, la fausse histoire d'opération, la liaison, les mensonges. Elle a dressé un tableau clair de Vanessa en tant que manipulatrice, voleuse, quelqu'un qui utilisait les gens qu'il aimait. L'avocat de la défense de Vanessa a essayé de soutenir qu'elle était victime de ses propres mauvaises décisions, qu'elle n'était pas une criminelle, juste quelqu'un qui avait fait des erreurs. Mais le jury n'a pas mordu. Les preuves étaient trop solides. Les mensonges étaient trop évidents. Après 2 jours de témoignage, le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Quand ils sont revenus, le verdict était unanime. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le visage de Vanessa est devenu pâle. Elle a regardé son avocat. Il a secoué la tête. Il n'y avait rien qu'il puisse faire. Le juge a fixé une date de condamnation pour 6 semaines plus tard. Vanessa a été escortée hors de la salle d'audience. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Je suis resté assis là un moment après que tout le monde soit parti. La pièce était silencieuse, vide. Je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de colère, juste un sentiment de finalité. C'était fini. Elle était finie. J'étais libre. Lorsque l'audience de détermination de la peine est arrivée, j'étais de retour à Manille. Patricia m'a appelé avec les résultats. Vanessa a été condamnée à 18 mois de prison. Elle a également été condamnée à payer une restitution de $20 000, plus les frais de justice et les amendes. Le total s'élevait à plus de $35 000. Elle sera fauchée à sa sortie, a dit Patricia. Bien. Son avocat a tenté de plaider pour une probation. Le juge a refusé. Il a dit qu'elle n'avait montré aucun remords pendant le procès. Parce qu'elle n'a aucun remords. Vous avez probablement raison. Et le gars qu'elle voyait? Il a disparu. Dès le début du procès, il l'a fantomé. Elle est complètement seule maintenant. J'y ai pensé. Vanessa, qui avait dépensé tellement de mon argent pour quelqu'un d'autre, était maintenant abandonnée par cette même personne. Il y avait une certaine symétrie là-dedans, une certaine justice. Comment te sens-tu? A demandé Patricia. Soulagée. C'est bien. Tu devrais l'être. Tu as gagné. Je n'ai pas gagné. J'ai juste obtenu ce qui m'était dû. C'est juste. Nous avons parlé encore quelques minutes. Elle m'a dit que les paiements de restitution commenceraient une fois que Vanessa serait libérée de prison. Je lui ai dit que je ne retenais pas mon souffle. Elle a ri. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché. Je me suis assis sur le bord de mon lit à Manille. Le soleil se couchait dehors. La pièce était chaude. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Les mensonges, la trahison, le combat, le procès, le verdict. Ça avait pris plus de 2 ans, mais c'était enfin terminé. Je ne me sentais pas heureux, mais je ne me sentais pas triste non plus. J'avais juste l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je suis resté à Manille pendant 1 an de plus. J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai gardé la tête baissée. Quand le contrat a pris fin, je suis revenu aux États-Unis. Je ne suis pas retourné en Arizona. Je suis allé au Nouveau-Mexique. J'ai acheté le terrain. J'ai construit la maison. J'ai recommencé à zéro.
Je n'ai plus eu de nouvelles de Vanessa. Je ne le voulais pas. Je l'ai bloqué partout. J'ai changé de numéro. J'ai tourné la page. Mais j'ai appris par Claire que Vanessa avait purgé sa peine. Elle est sortie après 14 mois pour bonne conduite. Elle a emménagé avec sa sœur en Californie. Elle travaillait dans un magasin de détail. Elle était fauchée. Elle était seule. Elle n'était que l'ombre de la personne qu'elle était. Claire m'a demandé un jour si je me sentais mal pour elle. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la femme que j'ai épousée, la femme en qui j'avais confiance, la femme qui m'a menti et appris tout ce pourquoi j'avais travaillé. Non, ai-je dit. Je ne me sens pas mal pour elle. Y penses-tu parfois? Plus maintenant. Et je le pensais. Vanessa était un chapitre de ma vie, mais ce n'était pas l'histoire. L'histoire, c'était ce que j'ai fait après. La façon dont je me suis reconstruit, la façon dont je me suis relevé et j'ai continué à avancer, la façon dont j'ai refusé d'être la victime. Je vivais tranquillement au Nouveau-Mexique. Je faisais des petits boulots. J'aidais à construire des maisons. Je réparais des choses. Je restais dans mon coin. Je ne sortais pas. Je ne faisais pas facilement confiance. Mais j'étais content. J'avais ma terre. J'avais ma maison. J'avais ma paix. Un jour, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de Vanessa. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a arrêté. Je me suis assis et je l'ai lue. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne. Elle voulait juste que je sache qu'elle regrettait tout. Elle a dit qu'elle avait tout perdu à cause de ses choix, son argent, ses amis, sa dignité. Elle a dit qu'elle essayait de reconstruire sa vie, mais que c'était dur. Elle a dit qu'elle espérait que j'allais bien. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Vanessa a fait face à des conséquences qui l'ont suivi longtemps après sa sortie de prison. Elle a eu du mal à trouver un travail stable à cause de son casier judiciaire. La plupart des endroits ne l'embauchaient pas une fois qu'ils avaient vérifié ses antécédents. Sa sœur lui a finalement demandé de déménager, fatiguée de soutenir quelqu'un qui refusait d'assumer l'entière responsabilité de ce qu'elle avait fait. Elle s'est retrouvée dans un petit appartement dans un quartier difficile, travaillant à des emplois au salaire minimum juste pour payer le loyer. L'homme pour qui elle m'avait quitté ne voulait plus rien avoir à faire avec elle une fois que l'argent avait disparu et que le scandale était devenu public. Elle était seule, fauchée et hantée par les choix qu'elle avait faits. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de contacter certains de nos anciens amis communs, mais la plupart d'entre eux avaient appris la vérité à ce moment-là. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec elle. Elle est devenue un exemple, un avertissement sur ce qui se passe quand on ment, qu'on triche et qu'on vole les gens qui vous aiment. Je n'ai pas célébré sa chute. Je ne me suis pas réjoui. J'ai juste laissé faire. Elle a creusé sa propre tombe. Je me suis juste assuré qu'elle devait y rester. Les années ont passé. J'ai continué à travailler. J'ai continué à construire. J'ai trouvé une sorte de paix que je n'avais jamais connue auparavant. Non pas la paix qui vient du bonheur, mais la paix qui vient de savoir qu'on a fait ce qu'il fallait. La paix qui vient de se défendre quand personne d'autre ne le ferait. La paix qui vient de refuser d'être brisée. Je ne me suis jamais remarié. Je n'en ai jamais ressenti le besoin. J'allais bien tout seul. J'ai appris ça à la dure. Et ça m'allait. Parfois, je pense à l'homme que j'étais avant tout ça. L'homme qui faisait trop facilement confiance. L'homme qui se tuait au travail pour quelqu'un qui ne le méritait pas. L'homme qui croyait que l'amour suffisait. Cet homme a disparu. Et il ne me manque pas.